RCF. Alors ça y est, le rush de la rentrée est passé comme tous les ans. C'est la course, ça va vite, on se met une pression de ma boule, mais au final, tout ça pourquoi au juste ? Mais oui, on va rater quoi concrètement si on ne fait pas tout ce qu'on nous incite à faire ? Les fameuses 3 activités pour les enfants, le développement personnel pour nous, les week-ends copines, le sport et j'en passe. Après tout, eh bien, ça fait bien d'être surbooké, d'être débordé. On peut aussi un petit peu se l'avouer. Alors si on arrêtait 2 secondes de courir, si on apprenait à se poser, à glandouiller, à ne rien faire, mais surtout pour quel fruit ? Et si la paresse était un art, un luxe et devenait une forme d'urgence, à courir partout comme des tordus, on veut remplir quoi au juste ? On va apprendre à se la couler douce aujourd'hui dans le MAG avec nos invités. Eux sont archi détendus. Pascal Muller-Jourdan, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes enseignant-chercheur en philosophie à la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Laurence Rouffeuilly, bonjour. Laurence, vous êtes avec nous, faut peut-être rebrancher votre micro. Vous êtes sophrologue, praticienne en hypnose, auteur entre autres, publication du livre « Ralentir pour mieux vivre dans ce monde qui s'emballe ». Ça a paru chez XL Éditions. Un livre qui est sorti il y a 10 ans et on verra justement si les choses ont bougé ou non. En plateau, Marc Butruy, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes formateur en permaculture, on vous connaît bien sur notre antenne pour vos chroniques hebdomadaires autour du jardin. Vous avez fait un virage après un accident, vous en témoignerez, parce qu'aujourd'hui, vous nous inviterez à contempler la nature avec les 5 sens. La slow attitude, ça passe aussi par là. On parlera technique pour bien se poser et se détendre, notamment à travers des bouquins, des films, de la musique. Prudence sera avec nous dans 20 minutes pour partager avec nous tous ces bonnes idées. Alors c'est décidé, j'apprends à ralentir. Bienvenue dans le MAG, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Le MAG de Maria Goyer sur RCF. Alors cette émission va être pour moi-même une thérapie, parce que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Je vais essayer même peut-être de parler un peu moins vite dans cette émission. Alors pour bien poser le cadre, on va bien en définir les termes: paresse, oisiveté, glandouille, temps libre, loisir. On parle de quoi ? Je m'adresse au philosophe Pascal Muller-Jourdan. Oui, Marie, merci de me passer le micro sur la définition. Figurez-vous que ça commence très mal. Ah. Ça commence très mal parce que la paresse fait partie, en tout cas dans l'histoire ancienne ou l'histoire pas si ancienne que ça, des péchés capitaux, figurez-vous. Ça tombe très mal. Et quand on dit péchés capitaux, rassurez-vous, la paresse est d'abord un état particulier qui, à l'origine, s'appelle l'ascédie. C'est en fait une vieille tentation des moines. L'ascédie, si vous voulez, la définition de la paresse, c'est assez simple, c'est le découragement. C'est, si vous voulez, ce sentiment, en fait, de ne plus avoir d'énergie parce qu'on situe, si vous voulez, la force vitale au niveau du thorax, comme on le fait dans l'Antiquité. Et c'est le moment où cette force n'est plus à votre disposition et vous avez l'impression, en fait, de perdre pied. La paresse advient à l'origine quand vous perdez pied, quand vous avez le sentiment de ne plus rien tenir du tout, et donc vous êtes dans une forme de découragement. Et le découragement, c'est le contraire du courage, c'est le contraire de l'énergie vitale et de la force investie dans la vie. On est déjà mal parti dans la définition. Ok, vous voyez, donc la paresse, on l'évince. D'accord. Voilà. L'oisiveté. Moi, alors l'oisiveté, si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'oisiveté, vous avez évoqué tout à l'heure le courir partout. L'oisiveté, ça n'est pas rien faire, c'est courir partout pour ne rien faire. C'est un peu le problème, c'est que la paresse apparaît souvent comme une suractivité, en fait, qui manque son objet. Et je vous rappelle que le péché, avant d'aller chercher quelque chose de bien moral, dont on n'en a peut-être pas besoin tout de suite maintenant, c'est d'abord manquer le but, et manquer le but de sa nature, et peut-être ne pas honorer cette partie en nous, qui est cette fureur de vivre qu'on aurait tellement envie d'investir. Et parfois, peut-être, avant d'être un péché, un manquer le but qui serait volontaire, c'est peut-être aussi parfois une pathologie, ce qu'on aura l'occasion de revoir un peu plus loin, je pense. Oui, parce qu'il y a des glandeurs chroniques, voilà, et eux, non mais ça peut être quelque chose, voilà, qui pousse pas vers le bien, vers un mieux. Toutefois, ça pose aussi la question du temps libre.
Oui, bien sûr. Mais la Comment on le question du temps remplit libre, finalement le temps? oui, mais tout à fait. La question du temps libre que vous évoquez très bien, c'est-à-dire que quand je dis tout ça, je ne veux pas dire, quand je parle de découragement, j'entends effectivement le fait de n'être plus trouvé acteur de son existence, mais d'être une sorte de spectateur passif qui court partout en allant nulle part. C'est en fait ne savoir ni d'où on vient ni où on va. Et c'est un peu ce qui résulte, si vous voulez, de cette espèce d'état, ni tout à fait malade, ni tout à fait en bonne santé. On retrouve ça chez Sénèque aussi. Vous êtes pris un peu entre deux, vous ne savez pas, vous vous tâtez encore, vous avez l'impression que vous êtes encore malade et pas tout à fait bien, vous ne vous sentez pas. Vous avez aussi cette culture, parfois qu'on rencontre fréquemment, une vision très négative au début de ce qu'on appelle le cafard, vous savez, cette espèce de truc qu'on cultive le dimanche après-midi à partir de 16h quand on se souvient que le lundi matin, c'est finalement pas si loin que ça, quoi. Du coup, on emploierait quel mot pour évoquer cette autorisation à ralentir? Ah, alors là, vous évoquez quelque chose de très bien, c'est le mot, alors c'est le mot en latin otium, ou qui en fait est traduit en grec par, ou plutôt qui est une traduction du grec skolé. Skolé, c'est le temps qu'on se donne, c'est le temps libre qu'on se donne pour trouver les moyens de se retrouver. En fait, c'est surtout se retrouver, c'est vraiment la grande idée. Et se retrouver, c'est quelque part se reconnecter avec soi-même. Et se reconnecter avec soi, c'est souvent, parfois, avec ses propres mouvements vitaux, avec sa propre énergie. C'est un peu cette idée-là. Oui. Donc ça, c'est positif. C'est pas du tout un C'est positif péché, au parce que, contraire. tout à fait, Escolet va donner d'ailleurs le mot que vous connaissez, sachant peut-être que ça ne plairait, heureusement, les écoliers ne sont actuellement peut-être pas à l'écoute, mais ça donnera le mot école, parce que C'est vous avez le étonnant. temps d'étudier. Oui. Vous avez le loisir d'apprendre. On a besoin de temps libre, de temps off, comme on dit, Pascal. Ce sont jamais des temps off, ce sont des temps pleins autrement. Ce sont des formes de réenracinement quand nous sommes sollicités de l'extérieur et que nous pâtissons de situations qui, quelque part, nous débordent. Et c'est quand nous goûtons au débordement et au débordement quasiment constant d'une sursollicitation. On aura peut-être l'occasion de parler des réseaux sociaux, mais je veux dire, quand vous scrollez, je dirais, c'est même de façon très automatique, c'est-à-dire que vous allez voir, dès qu'on a une pause, chacun va passer sur son téléphone portable pour voir s'il n'y a pas précisément que quelqu'un, il n'y a pas une sollicitation. Un message de la Maison-Blanche ou que sais-je. Par exemple. Non, mais nous sommes sursollicités et c'est, à un moment donné, se donner le droit, s'autoriser, justement, alors, quand vous dites off, c'est de se reconnecter à la vie, et à la vie selon un rythme qui est un peu différent de celui qui, effectivement, sur lequel nous sommes continuellement sollicités par l'extérieur. Avant de poser nos questions à nos autres invités, j'entends, Pascal, que ça demande paradoxalement un effort. Oui, je ne sais pas si c'est un effort. Il y a des fois, vous savez, parfois je me demande s'il ne faut pas consentir à risquer de cesser une activité. Et si maintenant, je laisse mon téléphone portable éteint complètement dans ma voiture, que je rentre chez moi, il se passe quoi? Oui, mais c'est un effort. Ah, c'est un effort, peut-être c'est un effort. Mais vous savez, un effort, Marie, ça dit une chose importante. Dans le mot effort dans l'Antiquité, c'est le mot askésis. Askésis, ça veut dire l'exercice. C'est une ascèse, mais c'est un exercice. Ça s'apprend. On va le voir aussi. Donc, dans ce que vous le dites, ce serait un entraînement. Un entraînement, tout à fait. Il s'agit d'un entraînement. S'entraîne à ralentir. Oui, et de se reconnecter avec quelque chose qui n'est plus simplement la sursollicitation de l'extérieur, mais qui est tout simplement à réécouter ses propres rythmes. Ça, dans l'Antiquité, on le dirait déjà. La connaissance de soi, c'est réécouter ses propres rythmes déjà, dès l'Antiquité. Laurence Rouffeuillet, quand est-ce que ça a vrillé? Quand est-ce qu'on est passé de... Bon, il y a bien sûr l'histoire, mais de cet éloge, hein, finalement, de ralentir à cette boulimie actuelle? Alors, la modernité va avec l'accélération. Donc, on y est passé, j'ai envie de dire, avec certainement non seulement la révolution industrielle,
tous les moyens, Pascal en parlait tout à l'heure, de faire les choses plus vite, à commencer par notre téléphone qui est devenu notre meilleur boulet, puisqu'on le traîne partout avec nous. Et puis notre cerveau, il adore la stimulation. Donc tout ce qui est nouveau, tout ce qui va vite, moi je parlais plus d'un point de vue de sophrologue, tout ce qui va nous stimuler, on adore ça, notre système dopaminergique, il veut une plus grande quantité d'informations, de jeux, de choses qui activent ce fameux système plaisir-récompense. Donc on comprend en fait que la récompense, elle est dans l'activité, dans le faire, dans l'agir, dans le produire, dans échanger. Je partage tout à fait en ce qui concerne les réseaux sociaux. Et quand on parle de ralentir ne veut pas dire s'arrêter. Parce qu'effectivement, ça paraît très paradoxal dans ce monde où on glorifie l'activité, voire la suractivité. Les gens qui s'arrêtent, en gros, c'est la retraite. Oui, c'est les gens inutiles d'apparence. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus productif. Or, il y a une différence entre s'arrêter et ralentir, c'est-à-dire changer de rythme, pour pouvoir récupérer, se ressourcer, faire des pauses. Moi, je milite beaucoup pour ce qu'on appelle des pauses actives. C'est-à-dire, ce sont des temps d'arrêt, mais qui servent à quelque chose. C'est-à-dire, ils permettent de faire remonter nos niveaux. On peut imaginer qu'on a en nous comme des réservoirs d'énergie. C'est à la fois pour notre énergie physique, c'est aussi pour notre énergie intellectuelle, notre capacité à réfléchir. Et moi, je trouve aussi beaucoup à discerner. C'est-à-dire à faire les bons choix. Et puis, tout ce qui va être aussi nos réservoirs émotionnels, puisque nous sommes des êtres sociaux, on a besoin des relations avec les autres, et parfois, on a besoin aussi de se retrouver face à soi-même. Pour comprendre comment on fonctionne, la connaissance de soi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Bien comprendre comment nous, on fonctionne, quelles sont aussi nos aspirations. Alors, dans nos aspirations, il y a nos besoins fondamentaux, mais il y a aussi nos désirs, nos envies. Et si je ne prends pas ce temps de me ressourcer, c'est-à-dire d'avoir ce face-à-face avec moi-même, et puis d'aider mon corps qui est un bon petit soldat, alors le corps dans toute sa complexité, à la fois le corps physique et puis aussi son aspect mental et même spirituel d'ailleurs, si je ne lui donne pas le temps de retrouver un rythme et de refaire son énergie, je vais continuer. Alors, ce que je vais dire, c'est une lapalissade, mais en fait, plus on travaille, moins on travaille. C'est-à-dire que plus on va consacrer du temps à une tâche, et plus notre efficacité diminue. Et pour que cette efficacité puisse remonter, il faut absolument faire des pauses. Alors, on sait par exemple que le cerveau a des rythmes qui vont être par exemple sur 20 minutes. On a des cycles de 20 minutes. Normalement, toutes les 20 minutes, il faudrait faire quelque chose. Or, dans le flux dans lequel on est, que ce soit au travail, sur notre lieu de travail et parfois en télétravail, ça va vite de passer des heures, la tête dans le guidon, et à pas du tout lever le nez et de pas se rendre compte qu'en fait, on a l'impression qu'on travaille beaucoup, mais en fait, on travaille moins bien. Donc vraiment l'efficacité est quelque part la performance, et la performance n'est pas un gros mot. La performance, c'est le bon voilà, la performance, c'est la bonne énergie pour obtenir le bon résultat. Je compare toujours avec une voiture. Si vous avez le choix pour faire un parcours entre une voiture qui consomme 12 litres au 100 et une qui consomme 5 litres, moi je préfère la voiture qui consomme 5 litres. Et quand on consomme nous-mêmes, qu'on on ne consomme que 5 litres, on va beaucoup moins se fatiguer, beaucoup moins s'épuiser et être tout aussi efficace. Donc c'est à ça aussi que ça sert, de ralentir, de prendre des pauses, de faire des temps de silence pour se ressourcer. Marc Butruy, vous acquiescez. Oui, Marie. Oui, complètement. Vous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Oui, alors déjà, en introduction, quand j'ai dit à ma femme, je suis convié à une émission sur la paresse et sur l'ennui, il m'a dit, Marie a dû se tromper, c'est pas du tout toi, mais tant pis, au moins vas-y, tu apprendras certainement beaucoup de choses, et comme toi, Marie, j'ai besoin d'apprendre peut-être à faire des pauses. Alors, je rebondis sur les propos de Laurence. J'aime beaucoup l'idée de la pause active, en fait, c'est d'arriver à se poser, et je me remémore mon expérience, parce que moi je fais partie de cette catégorie qui s'est arrêtée de produire. Je suis retraité, un heureux retraité, et du temps où j'étais très impliqué dans le business en tant que dirigeant d'entreprise, régulièrement, je n'avais pas droit à ce qu'on appelle les RTT,
RTT, donc j'étais la tête dans le guidon, très très impliqué, très motivé. Et puis j'ai décidé un jour justement de me créer ces pauses actives qui, avec du recul, m'ont fait beaucoup de bien. Et ces pauses actives, je les ai faites dans un monastère. C'est-à-dire que régulièrement, tous les 6 mois, je m'accordais une RTT. Alors, ça avait une signification un peu différente parce que ma pause, je la faisais dans un très bel endroit qui s'appelle l'abbaye de Tamier. Et mon RTT signifiait ressourcement total à Tamier. Donc, ça faisait beaucoup rire les moines. D'ailleurs, je leur disais, je viens pour mon RTT semestriel, et j'ai hésité avant de faire ça, mais quel bonheur de l'avoir fait et de récupérer ce temps de silence, sortir de cette grosse machine dans laquelle on est au quotidien, alors qui plus est avec les réseaux sociaux, et vous l'avez très bien dit en préambule, c'est nécessaire, et j'aime bien l'idée c'est quoi une pause active? C'est sortir de cette machine pour se retrouver soi et prendre le temps aussi de penser aux autres. Une chose toute simple que je faisais quand j'étais dans cette abbaye, je prenais le temps d'écrire à mon épouse, à mes enfants, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, on n'écrit plus. Et bien voilà, c'était se retrouver et prendre un temps pour soi. Et vous avez eu un accident, là? Oui, alors ensuite, j'ai travaillé énormément jusqu'au moment où le corps s'est signalé. Alors, il se trouve que j'avais une petite anomalie cardiaque, mais là, tout d'un coup, ça a été clignotant rouge, et soins intensifs, etc., qui font que je me suis retrouvé dans la foulée, opération à cœur ouvert, rééducation, enfin plein de choses qui font que là, on commence à se dire, à cogiter et à se dire, est-ce que le monde de l'entreprise est toujours fait pour moi ou pas? Et bien évidemment, pour mon épouse, ça a été une véritable épreuve, et ça a marqué le pas de ma vie en entreprise. Bon, j'avais déjà un certain âge, mais en tout cas, soyons à l'écoute de notre corps. Je ne le suis pas suffisamment, et évitons d'en arriver justement à cette machine, j'appelle ça la grande essoreuse, pour se préserver et surtout préserver sa santé. Oui, ça c'est effectivement un des fruits. Oui, et ça a marqué un tournant donc dans ma vie pour se poser et avoir des activités différentes, et alors pas paresseuses, parce que la paresse pour moi c'est un terme qui est péjoratif plutôt, comme ça a été dit, mais en tout cas slow, on ralentit, et entre autres en mettant les mains dans la terre. Et ça, on y reviendra. Bien sûr, on va y revenir très largement. Chaque jour, vous le savez, on vous propose d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. On appelle ça, en toute humilité, le pas de côté. Et c'est tout de suite avec Prudence. On fait un pas de côté dans le MAG sur RCF. Bonjour Prudence. Bonjour Marie. Voilà, Prudence qui a la crève, mais qui est quand même avec nous par visio. Merci beaucoup. Chaque semaine, vous nous proposez un peu de loisirs, mais concrets, pour aller plus loin dans le thème. Et qu'est-ce que vous avez ramené dans votre musette là? Aujourd'hui, j'avoue, j'ai eu un peu la flemme de réfléchir. Grosse paresse, Marie, pour préparer la chronique. C'est péché, comment on invite les gens à ralentir, justement, si moi je leur propose de lire plein de trucs, de regarder plein de trucs. Alors j'ai réfléchi autrement, et je me suis dit que, un peu comme disait Marc tout à l'heure, il y a l'importance, quand on veut ralentir, de se reconnecter à son corps. Et moi, c'est un peu le pas de côté que je voudrais vous proposer. Comment est-ce qu'on peut, à des moments donnés, arrêter de réfléchir et mettre son corps en éveil pour accéder à la culture un peu. À la culture avec un grand C, pas la culture de la Terre, de mon côté. Alors le premier tuyau, moi que j'avais envie de vous proposer, c'est comment est-ce qu'on fait pour lire un livre sans lire, par exemple. Et il y a des super podcasts de livres audio qui existent. Il y en a un, entre autres, qui est super, qui est pas sur RCF Anjou, mais qui est sur Radio France, qui s'appelle « Ça peut pas faire de mal ». Et c'est un podcast de Guillaume Gallienne qui prend 1 heure de son temps pour lire ou résumer un livre, et qui a une voix géniale. Oui.
Donc ça, c'est vraiment un conseil culture à vous donner si vous avez justement, à un moment donné, vous voulez vous reconnecter en ralentissant, en prenant un temps, mais sans forcément vous être dans l'énergie de prendre un bouquin, choisir, réfléchir quoi faire. Là, laissez-vous guider. C'est Guillaume Gallienne qui propose ça et c'est gratuit. Donc c'est sur le site internet de France Inter. Ça peut pas faire de mal, ça s'appelle, ce podcast. Est-ce que vous avez, Prudence, d'autres propositions ? Une autre proposition très simple, qui n'est pas un livre, qui n'est pas une chanson, c'est plutôt une activité à faire qui demande absolument aucun effort, c'est d'aller dans un musée. Alors vous allez me dire, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on a l'impression que c'est un truc compliqué et érudit. Et au contraire, c'est peut-être la première chose à laquelle j'ai pensé, moi, tout à l'heure, quand vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on pourrait conseiller. Plus qu'un livre, plus qu'une chanson, rentrer dans un musée, c'est littéralement s'inviter à ne rien faire. On a tendance à penser qu'il faut retenir plein de choses quand on va dans un musée, lire tous les cartels, tout apprendre, tout retenir. Alors on peut faire ça, mais on peut aussi décider d'aller dans un musée juste pour contempler, regarder, c'est tout. Et en fait, dans un musée, c'est peut-être un des rares endroits où on vous demandera rien du tout. Vous pouvez déambuler dans tous les espaces, dans toutes les salles, à votre rythme, juste pour regarder. Que ce soit des vieux tissus, que ce soit un vieux pot, que ce soit une vieille toile, peu importe, vous avez même le droit de rien comprendre. L'important, c'est juste de prendre le temps de regarder. Donc ça, c'est une petite chose qu'on oublie souvent. Le musée, c'est vraiment un espace où on ne nous demande rien. Des fois, même pas d'argent, si vous ciblez bien, parce qu'il y a plein de musées gratuits, entre autres à Angers et ses alentours. Donc c'est possible. Un dernier tuyau pour la route ? Et un dernier tuyau pour la route. Là, cette fois-ci, c'est quand même un bouquin, parce que bon, pour ceux qui ont envie de faire quelque chose, il y a un petit livre qui est tout simple, qui résume un peu ce que disait tout à l'heure Pascal sur l'oisiveté. C'est un philosophe qui s'appelle Thoreau, qui commence à être un petit peu connu. C'est un philosophe américain du 19e siècle qui a écrit un livre qui s'appelle « La vie sans principe ». C'est un petit essai qu'il a écrit à la fin du 19e, qui est très simple, qui est bien traduit en français, dans lequel il partage un peu sa vision de la vie, qui lui, il le voit en communion avec la nature et très très loin de toutes les exigences du travail, de l'effervescence du début de la société industrielle de l'époque et de la course vers le profit. Et c'est vraiment un petit livre qui peut se lire dès le lycée en plus, donc si vous avez des ados, n'hésitez pas à en parler avec eux. C'est vraiment devenu un classique, ce bouquin, qui s'appelle « La vie sans principe ». Merci beaucoup, Prudence. On en arrête là pour aujourd'hui ? On en arrête là pour aujourd'hui parce qu'après, trop de sollicitations. Voilà. Donc des podcasts, des musées et puis ce bouquin, le titre est génial, hein, La vie sans principe. Merci beaucoup, Prudence. On poursuit notre émission, donc pas sur la paresse, mais bien sur l'art de prendre le temps de vivre les choses de manière active et un petit peu ralentie. Une réaction, Pascal Muller-Jourdan, là, sur ces propositions ? Alors, c'est moins sur les propositions que sur ce qu'on se dit depuis le début de l'émission, qui m'intéresse beaucoup, d'autant plus que la période que moi je traverse habituellement dans mes recherches a un problème avec le corps et la corporéité en général. Alors je vois en fait que là on réhabilite le corps et la corporéité et on y fait même grand cas, c'est-à-dire que c'est quand même malgré tout le lieu un lieu de réception, c'est un lieu aussi de sensation, c'est un lieu d'expérience extrêmement profonde, puisqu'il y a des choses qu'on vit à l'intérieur, mais des choses qu'on vit aussi à l'extérieur. Et réapprendre à écouter cette part de nous-mêmes, qui souvent est malmenée d'ailleurs de manière générale dans les réseaux sociaux, puisque les écrans sont à 2 dimensions et on perd cette 3e dimension. Ils font écran. Qui font écran, c'est ça. Les écrans font écran et on perd un petit peu le champ de la profondeur. Et j'avais un mot qui me venait un peu en vous écoutant, c'était aussi réapprendre à écouter son propre corps, c'est aussi réapprendre à quoi on résonne. La notion de résonance est une notion que j'ai découverte il y a quelques mois et que je trouve intéressante parce que on réagit pas de la même façon aux mêmes choses, il y a des différences entre nous. On a parlé de musée tout à l'heure, moi je n'entre jamais dans un musée, ça peut paraître très bizarre. Par contre, il y a des lieux que j'aime énormément. C'est de m'asseoir sur une place publique et de regarder tout simplement les gens. Enfin, c'est tout simple, mais c'est vraiment des espèces de pauses où je laisse simplement les choses se faire et résonner en moi. Et sans jugement, les laisser résonner, prendre plaisir à regarder des enfants jouer ou des mamans. Et ça, c'est l'entraînement du philosophe. C'est l'entraînement, c'est de laisser son regard sans jugement, vous voyez. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le non-jugement, les poquets, c'est qu'on se rend disponible à tout un ensemble d'informations qui sont là, auxquelles on n'aurait peut-être pas accédé si on était dans le jugement constamment. Ce par quoi peut-être que le premier exercice, c'est de commencer par les poquets, se suspendre son jugement et de se dire là, je suis dans un environnement
Et peut-être même dans mon bureau, je travaille dans un bureau, je suis sollicité constamment, j'ai une pause à midi, je fais un break là, et tout d'un coup, je prends à nouveau conscience de ce qui m'entoure. Je raisonne à tous les éléments qu'il y a autour de moi. Je suis dans un bureau avec beaucoup de désordre, heureusement, vous ne le voyez pas. Mais je me reconnecte avec toutes les choses qui m'entourent. Et ça me paraît vraiment intéressant, cette idée de reconnexion. Mais ça dit quelque chose de la corporéité. Alors, Marc et ensuite Laurence. Marc. Non, juste une précision d'orthographe. On parle bien de résonance R-E-S-O. 2N et non pas RAI, parce que justement on veut éviter la résonance ou le raisonnement pour pouvoir être en résonance avec notre entourage, avec la nature. Voilà, c'est intéressant ce mot bien parce sûr. Que il est à double tranchant selon la façon dont on va l'écrire. C'est justement lâcher un petit peu le mental. Oui, complètement. Laurence. Alors, je bois vos propos à tous. Et je voulais vous donner ça m'a fait réagir sur plusieurs choses. D'abord, ce qui va être important, on a parlé beaucoup de conscience. Alors, on parle beaucoup de pleine conscience. Il y a notamment de la méditation de pleine conscience qui devient très à la mode. Mais c'est une nouvelle idée qui a quand même quelques décennies maintenant parce que notamment, il y a un médecin suisse qui s'appelle Roger Vitos qui avait suggéré de faire un certain nombre d'actes en conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en s'appuyant sur ses sens. Alors, est-ce que c'est retrouver le corps ou c'est remettre à égalité, en équilibre, on va dire, le corps et l'esprit? Ça serait plutôt ça l'idée, c'est-à-dire d'être dans l'observation, presque la contemplation, quand on est quelque part, voir les choses, les observer, les contempler pleinement. On peut aussi écouter pleinement, alors notamment les sons de la nature, et tout ce qu'on va faire au niveau tactile, tout ce qui nous met en contact avec, par exemple, la matière. On parlait de mettre les mains dans la terre, mais on peut aussi créer tout ce qui passe par nos mains. Exactement. Donc toutes les activités créatives sont très bénéfiques pour le ralentissement et toutes ces pauses actives. Plus on est dans le corps, moins on est dans le mental. Parce que ce que disait Pascal avec ce pas de côté qui est très difficile, c'est aussi cette fameuse sollicitation mentale ou charge mentale qui est presque inévitable. Notre cerveau n'arrête pas de penser. Mais si on le focalise sur d'autres choses et des choses qui vont nous apporter du plaisir, de la plénitude, de l'instant présent, on arrive à provoquer ce ralentissement qui est ressourçant. On va marquer une très courte pause sur notre antenne et merci pour ces précisions, Laurence. On le dit aussi souvent dans le MAG, le mercredi, on fait un MAG des familles, de transmettre ça aux enfants qui mettent les mains dans la terre, qui cuisinent, qu'ils créent avec leurs mains et pas sur des écrans. C'est essentiel pour leur développement. On se retrouve juste après ça. Envie de découvrir et d'accéder à des activités sportives, culturelles et de loisirs adaptées à votre handicap ? Rendez-vous à la 2e édition du forum Handicap Les Accessibles, le samedi 28 septembre à Angers. Informations, démonstrations, initiations. Une journée dédiée aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants, ouverte à tous. Les Accessibles, samedi 28 septembre de 10h à 17h à la Maison départementale de l'autonomie, 6 rue Jean Lecuy à Angers. Entrée gratuite. Un livre en écoute, Maroussia Delacroix. Commencé comme un conte de fées par un mariage d'amour, la vie de Charles et Zita de Habsbourg, dernier souverain d'Autriche et de Hongrie, devient tragédie. Guerre, calomnie, trahison, solitude, exil, mort prématurée de Charles. Pourtant, chez eux, aucune amertume, aucune critique. Bien au contraire, le pardon nourrit leur cœur. Pour découvrir l'itinéraire spirituel du couple Charles et Zita de Habsbourg, rendez-vous du lundi au vendredi à 13h40 sur RCF Anjou dans un livre en écoute. Un autre regard sur les questions de société avec Maria Goyer. Et c'est le MAG. Oui, vous êtes au bon endroit. On parle de la manière dont on doit, il y a quand même une urgence, ralentir. Oui, mais pour quels fruits concrètement ? Parce que ça fait quand même bien d'être hyper occupé. Pascal ? Oui, ça fait bien. J'imagine que, comme on l'a dit tout à l'heure, notre cerveau en a besoin, c'est-à-dire, en tout cas, nous sommes sollicités pas pour rien, c'est parce que quelque part, nous avons besoin de satisfaire un besoin constant. Vous savez, c'est lorsque nous ne maîtrisons plus ces besoins qui sont les nôtres, c'est lorsque nous basculons dans l'Antiquité, nous disons en tout cas dans la passion, c'est-à-dire
il ne s'agit pas de tout contrôler, de tout ferrailler, de tout visser. Il s'agit au contraire, en fait, d'orienter nos activités, d'orienter notre propre énergie vitale, pour le dire comme ça. Et je pense que ça, c'est très important de le rappeler, ce point-là. Donc, on a parlé de connexion, je pense que de reconnexion, ça c'est important. Je voudrais juste, peut-être sur un tout petit point, je me demande ce que vous en pensez, je me tourne un petit peu vers les intervenants d'aujourd'hui. Quand on parle, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Csikszentmihalyi qui parle par exemple du flow, c'est-à-dire d'une activité qui certes est ralentie, mais qui est surtout ce qu'on appelle une absorption cognitive. Parce que quand on parle du corps, on a l'impression qu'on laisse complètement le mental de côté, c'est-à-dire l'esprit. Or en fait, l'esprit, par la médiation du corps dans une activité de nature contemplative, est aux prises avec une activité qui est lente. Et on a évoqué tout à l'heure le mot contemplation, c'est le mot théoria en grec. Mais ça dit, en fait, c'est prendre méticuleusement conscience de l'objet que j'ai dans les mains et prendre le temps pour en décrire tous les aspects. La contemplation, c'est pas simplement une sorte de regard béat sur les choses, c'est cette capacité à scruter scrupuleusement dans une sorte d'absorption cognitive. On le voit d'ailleurs, un enfant qui est pris en absorption cognitive dans son activité, en fait, est un peu hors du temps et pourtant, à la fois, il est actif et j'ai presque envie de dire que cette connexion-là le nourrit profondément, c'est-à-dire que fait sens pour lui. Et je pense, vous voyez, que d'avoir le loisir de pouvoir se remettre dans une juste absorption cognitive, dans une considération un peu attentive des choses, une attention nouvelle. Ça rejoint d'ailleurs des intuitions de Vito dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense que j'aime beaucoup cette idée-là. Oui. La réaction de Laurence? Alors, je vais réagir essentiellement sur le flow, l'état de flow qu'on appelle aussi l'expérience. F-L-O, voilà, F-L-O-W. Donc, c'est un état de flux, mais qu'on appelle aussi en français plutôt expérience optimale. C'est une expérience de vie. C'est-à-dire un moment de vie où on est en train de faire quelque chose qui représente une certaine difficulté, il y a quand même un petit challenge, pour lequel on a des compétences qu'on va faire avec plaisir et pendant cette activité, le temps est suspendu. C'est-à-dire on se trouve dans une espèce de tunnel, dans une espèce de parenthèse dans laquelle le temps n'existe plus. Donc cette activité, elle est à la fois stimulante et agréable. On a tous goûté à ça. Mais bien sûr, et on devrait en fait se lister, chacun pour nous, les activités qu'on aime et qui déclenchent cet état de flow. Alors moi, je peux vous en parler savamment. Moi, alors je dessine un peu, mais surtout je fais des collages. Bon, je sais que quand je crée, quand je fais des choses très simples, donc c'est pas très difficile à mettre en œuvre. Il y a un résultat qui est rapide et c'est assez satisfaisant. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, au niveau du cerveau, on sait que ça provoque aussi, ça active un certain mode qui permet de récupérer, mais c'est bénéfique, c'est corporalisé, c'est vécu dans le corps et en même temps, c'est un bienfait pour l'esprit. Est-ce que le flow, ça correspond à quand on dit, tiens, quand je fais ça, je pense plus à rien et ça me fait du bien? Oui, c'est exactement ça. En fait, on s'en rend compte souvent après. Marc, vous avez votre flow? Ah oui, moi je l'ai, mon flow. Mon flow, c'est mon jardin. Comme vous l'avez dit, Marie, je fais des stages et j'explique. Les gens me posent souvent la question en disant mais combien de temps tu passes, Marc, dans ton jardin? C'est un boulot dingue. Je dis non. Finalement, je passe pas tant que ça à travailler vraiment. Par contre, je passe beaucoup de temps à regarder mon jardin. Et là, mais il y a une sensation de bien-être extraordinaire. C'est-à-dire que on parle de temps suspendu. On se raccroche au temps de la nature. Moi qui suis un impatient de nature, impatient de nature intrinsèque, les deux, on peut le dire. Et bien là, le rapport au temps n'est plus le même parce que vous allez semer des choses qui vont mettre du temps à sortir, mais vous ne pouvez pas contrôler et qu'on ne peut pas contrôler, sur lesquels on n'a pas la main mise, on n'a pas le contrôle, comme disait Pascal, et en plus il y a cette sensation de bien-être qui est accentuée. Et alors là, on rentre dans une partie un peu technique, mais quand on met les mains dans la terre, on touche, on prend une bactérie qui s'appelle Mycobacterium vaccae, qui va stimuler la sécrétion
de dopamine et de sérotonine. Non. Ah bah c'est le PO du jardinier, ça. C'est le PO du jardinier. C'est l'Instagram du jardinier aussi. Voilà. Non, mais cette sensation de bien-être, mais je l'ai constamment à aller voir cette nature, aller voir ce jardin. Je n'y passe pas beaucoup de temps pour le travailler parce que c'est le jardin du paresseux, le jardin en permaculture. Il y a même un bouquin qui a été écrit comme ça. Ça, c'est pour prudence. Mais voilà, ce bien-être et ce temps suspendu. Laurence, une réaction. Faut venir faire vos collages Alors, en fait dans le jardin de Marc. J'ajouterais bien quelque chose par rapport au jardin du paresseux. Ce jardin existe. Il y a une différence entre, d'abord, il faut cultiver son jardin, hein, ça fait aussi quelques siècles qu'on nous le préconise, mais est-ce que c'est le jardin du paresseux ou est-ce que c'est le jardin parfait? Parce qu'on a aussi cette problématique d'être parfois à la quête de quelque chose qui est bien, mais qui doit être suffisamment bien, voire mieux que parfait. Et alors, bon, il s'avère que j'ai écrit un autre livre sur le perfectionnisme qui, pour moi, est vraiment un élément. Oui. Parce qu'au fur et à mesure que j'avance dans ma réflexion, je lève le tapis et voilà, la poussière sort au fur et à mesure. Le perfectionnisme est vraiment quelque chose qu'on s'inflige à soi-même, alors qu'on peut déjà avoir beaucoup de satisfaction en ayant le résultat concret, même d'un jardin un peu plus sauvage, on va dire. Pascal, le perfectionnisme serait un péché ou serait une exigence un peu exacerbée? En tout cas, je ne prendrai pas la paternité du péché ici sur cette question-là. Non, je dirais que le perfectionnisme est sans doute une façon exacerbée de vouloir opérer une activité. Je dirais, alors je ne sais pas s'il faut lui opposer, mais je le distinguerai, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, de l'optimal dans ces conditions-là, c'est-à-dire compte tenu d'un environnement nécessairement contingent, le perfectionnisme, c'est vouloir toujours atteindre, c'est l'idéal. Or, en fait, les idéaux, je dirais, sont de véritables tyrans, alors que l'optimal est accessible maintenant et à chaque instant, compte tenu des circonstances qui sont les nôtres, que je sois fatigué, que je sois en pleine forme, l'optimal est possible. Et ça suppose en effet de s'écouter pour atteindre cet optimal. C'est ce qu'on appelle du beau nom de vertu dans l'Antiquité, pour reprendre un terme qu'on connaît en théologie aussi. Le mot vertu, c'est lorsque je suis sur le mode optimal de fonctionnement. Et l'activité de float qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est en fait une activité optimale. Qu'était le perfectionnement? C'est vouloir sortir de cet optimal pour atteindre un idéal qui peut-être ne sera jamais atteint et donc aller vers une frustration à un moment donné. Marc, quand Pascal dit les idéaux sont des tyrans, c'est une évidence au jardin? On peut pas. On peut pas parce que ça n'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Par contre, moi j'ai une quête dans mon jardin qui est la quête de la beauté. Je veux que ce soit beau. Parce que la beauté me réconforte. Elle me nourrit. Là encore, on peut faire des choses de façon optimale et sans aller vers la quête d'un idéal ou d'un jardin parfait, ça n'existe pas. Parce que la nature va se rappeler constamment à votre esprit et en disant, bah oui, tiens, ah oui, j'ai planté des salades et puis cette nuit, nos amis gastéropodes ont tout mangé. Bon voilà, c'est tout. Voilà. C'est humilité, humain, humus, même racine, mais c'est constamment, on revient à ça. Et le slow, c'est revenir à la racine 2 aussi. Une dernière remarque avec Laurence avant de marquer une courte pause. Il y a un mot qui vient d'être utilisé qui est le mot maîtrise. Et peut-être qu'on peut faire alors une nuance entre la maîtrise et le contrôle. Parce que je pense qu'on a tous plus ou moins l'utopie, la volonté de vouloir contrôler, voire tout contrôler, c'est-à-dire avoir une action sur ce qui est autour de nous, les autres. Alors pourquoi pas l'environnement, les saisons, les graines qui devraient pousser plus vite. Donc le contrôle, la volonté de contrôle, c'est une utopie. La seule chose qu'on a entre nos mains, c'est la maîtrise, c'est-à-dire le fait de bien savoir faire un certain nombre de choses. Nos aptitudes, nos appétences, nos compétences, nos capacités, exactement. C'est ce qui nous est donné et qu'on peut faire croître d'ailleurs, heureusement d'ailleurs, au cours de la vie. Donc qu'on augmente, qu'on perfectionne notre maîtrise, c'est intéressant, mais on n'aura jamais le contrôle. Et peut-être tant mieux d'ailleurs.
C'est passionnant. On va marquer une très courte pause en musique. On invite nos auditeurs à se poser cette question. Et vous, quel est votre temps suspendu, votre flow, comme on l'a évoqué? La réponse dans un instant et aussi la suite de cette émission. Juste après une musique douce, c'est Cat Power sur RCF. Le MAG de Maria Goyer sur RCF. Et c'est un mag tout doux aujourd'hui qu'on vous propose avec une musique douce, des invités très détendus. Ça, on a beaucoup de chance. Nous avons un formateur en permaculture, c'est Marc Butruy, également une auteure sophrologue. Vous avez créé l'Espace du Calme, une forme de thérapie ou en tout cas un lieu de ralentissement en entreprise. On pourra aussi l'évoquer. Laurence Roufeuillet et puis Pascal Muller-Jourdan est également en notre compagnie. Pascal est philosophe, professeur de philosophie à l'Université catholique de l'Ouest. Les fruits de tout ça, c'est quoi finalement, de ralentir, parce que ça peut, vous l'avez dit aussi dans un de vos livres, Laurence, je vais reprendre la phrase, ralentir cette urgence dans les domaines du travail, de l'alimentation, des déplacements, n'est-ce pas qu'une solution utopique pour bobos bien portants? Oui. Moi j'ai adoré. Qui ont les moyens, oui. Les moyens de ralentir. Oui. Bon, je pense que les fruits, c'est vraiment se poser la question, c'est est-ce qu'il faut privilégier la quantité ou la qualité? On peut le voir dans les relations. Je pense à la vie de famille. Moi, je vois beaucoup de petits citadins qui, à la rentrée des classes, sont inscrits à tout un tas d'activités. Alors, c'est très bien de prendre des cours de langue, de faire du piano et puis en même temps du taekwondo. Mais les enfants ont absolument besoin de s'ennuyer. Ils ont besoin de moments pour eux. Et si on leur apprend déjà la suractivité, c'est de montrer qu'il faut faire effectivement toujours plus. C'est un petit peu empiler les choses on parlait tout à l'heure d'une espèce d'idéal de vie. Donc oui, on a les moyens de pouvoir ralentir, on a beau jeu de le dire, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est indispensable à notre équilibre. On parlait tout à l'heure, Marc parlait de la santé physique, c'est aussi notre santé mentale, elle est quand même beaucoup en jeu en ce moment. On a vu que tout ce qu'on traverse, les événements géopolitiques, même politiques français auxquels on est confronté, nous mettent quand même face à des difficultés qui sont sur le plan psychologique un peu difficiles. Donc retrouver une qualité de vie, on peut décider soi-même de créer sa propre qualité de vie. Alors j'ai envie de dire même petitement,
peut commencer petit, ça c'est le Kaizen qui nous apprend ça, le plus petit pas possible. Quelle est la plus petite chose que je peux faire pour moi aujourd'hui pour sentir que je participe aussi moi à mon bien-être, même dans des activités qui paraissent simples. Alors on pourrait dire parfois un peu bébête, pas grave, mais si ça fait du bien, voilà, ça fonctionne. Pascal, une réaction vis-à-vis des propos de Laurence sur cette question des fruits? Oui, je pense qu'il y a des fruits, c'est-à-dire que je me suis demandé, en vous écoutant Laurence, en fait, je me suis demandé quel est ce facteur de résistance qui fait que finalement, il y a une part d'inévidence à lever le pied, pour le dire comme ça, ou à faire le pas de côté. Oui. Pourquoi on n'y arrive pas? J'arrive pas. Là, je sais, c'est un peu, je dirais, du propos de comptoir, et vous me pardonnerez, mais je me demande s'il n'y a pas pour une part aussi un peu une peur du vide. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de soi apprivoisé, et de se retrouver finalement sans rien faire. Je me demande si ça génère pas. Je ne suis pas capable de le dire. J'essaie de voir comment ça résonne en moi. Mais je me demande si à certains moments, je suis pas moi aussi frappé par la peur du vide, c'est-à-dire la peur d'être coupé de la vie dès lors que je ne suis plus en activité, en suractivité. Oui. La peur de l'inutile, on le disait aussi. Peut-être une peur de l'inutile, à quoi ça peut bien servir. Et puis, est-ce que je suis encore en relation avec les autres, si je suis pas toujours justement sursollicitant ou sursollicité. Je ne sais pas si c'est si évident que ça de se retrouver soi-même avec soi-même. Les pauses monastères, par exemple, qu'évoquait tout à l'heure Marc, je ne sais pas si il y a un premier pas à faire. Je ne suis pas sûr que ça se fasse si facilement que ça. C'est pas inné. Ça demande un petit peu de courage au départ, en tout cas, ou un effort. On y revient. Laurence, vous vouliez réagir? Oui, d'où l'idée peut-être de se trouver des idées de ce qu'on peut faire pour pas se retrouver tout d'un coup face à ce vide. Parce que finalement, est-ce que c'est pas, alors je ne suis pas philosophe, mais est-ce que ce serait pas quelque part la peur de ne pas exister? Alors peut-être de ne pas exister socialement. Carrément, oui. Voilà, de ne pas exister socialement, et puis de ne plus exister non plus, de ne plus avoir de présence à la vie. Donc si on se donne nous-mêmes des petits défis, alors dans la suractivité, il y a un seul conseil à donner: prenez des rendez-vous avec vous-même. Décidez le temps que vous allez y consacrer. Fixez ce temps dans votre agenda comme n'importe quelle autre activité que vous faites dans votre journée. Vous prenez le temps de vous brosser les dents, vous pouvez prendre le temps de vous consacrer 3 minutes à vous-même, même si c'est pas 3 fois par jour. Si on ne le décide pas, on ne le fera pas. Donc le fixer, le décider, trouver finalement peut-être une routine. Et la routine, ça veut pas dire se lever à 5 heures du matin, c'est-à-dire prendre sur son temps de sommeil. Le miracle morning, quoi. Oui. Exactement. Moi, je suis pas du tout favorable à ça. Donc, mais dans ma journée, je ouvrir une parenthèse et décider de ce temps que je prends pour moi, ou profiter de certaines opportunités. Moi, je crois beaucoup au temps masqué. C'est-à-dire, finalement, les temps qu'on perd à d'autres choses, à faire la queue, à attendre, mettons-les à profit pour avoir ce face-à-face avec nous-mêmes et faire quelque chose qui peut être tout simplement avoir un livre dans son sac, ou avoir un carnet de croquis et puis dessiner ou noter des idées. Et puis, habiter ce temps face à nous-mêmes, qui n'est pas de la paresse ni de l'oisiveté, mais un temps productif dans le bon sens du terme. Marc, tout ça, c'est une question de survie, plus que de vie? Oui, je crois que c'est une question de vie, survie, bien évidemment. Dans mon cas, on a l'illustration effectivement que là, il fallait faire la pause, et la pause était indispensable. C'est Lao Tse qui dit ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et dans mon cas, j'ai une deuxième vie. Je le dis, et je l'apprécie doublement. Après, vous l'avez dit aussi tous les deux, on est dans une société de la performance. C'est-à-dire que celui qui n'est pas performant, celui qui s'arrête, celui produire. Oui, eh bien, très vite, il va être ostracisé, il va être mis à part. Il y a ce culte de la suractivité. Du remplissage. Oui, du remplissage. Et il y a sans doute, on peut pas le renier, une certaine peur du vide. C'est évident. Et aussi une notion d'éducation. C'est assez drôle parce que dans ma famille, nous sommes 4 et tous, on a cette notion d'hyperactivité, toujours avoir un challenge, une espèce de... Mais sans doute des projets. Sauf qu'à un moment donné, stop, on empile les projets, on n'est pas très efficace et on se fatigue.
On approche de la conclusion déjà de notre émission. Vous reviendrez, on en refera d'autres. Ça, c'est une promesse aussi qu'on peut se faire. C'est quoi justement les petits pas, les tout petits pas que je peux mettre dès aujourd'hui en place dans ma vie? On en a dit beaucoup, mais là, on pense aussi à nos auditeurs qui pourraient prendre le train en marche. Pascal, on va commencer avec vous. Alors moi, j'aurais envie de voler, si vous voulez, en tout cas de lui emprunter le propos de Laurence. Je crois beaucoup à une certaine ritualité du rendez-vous peut-être pris avec soi, et je dirais de mettre à profit chaque instant. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de la queue qu'on peut dans une grande surface, lorsque vous savez que vous en avez pour 7 ou 8 minutes, parce que de toute façon, ça va pas aller avant. Vous pouvez vraiment prendre un temps pour rentrer en vous-même, ça paraît tout bête, mais prendre ce temps-là pour vous reconnecter avec vous. Vous avez parlé d'être face à soi-même. Je pense qu'il y a quelque chose à mettre à profit. Est-ce qu'il y a une petite question qu'on peut se poser pour lancer le truc? Ou se mettre à l'écoute de quoi? Alors déjà, c'est, je dirais, déjà découvrir ou redécouvrir que nous avons en fait un univers intérieur à visiter, à réhabiter. Et je pense qu'on n'en a plus conscience. Et c'est plus dans notre champ. C'est-à-dire déjà de se dire, waouh. Et là, maintenant, pause. Je fais silence à la radio, il ne faut pas le faire trop longtemps. Et je vais chercher cet espace en moi et j'essaie de le revisiter. Déjà, se reconnecter avec cet espace. C'est pas gagné, mais c'est déjà un premier pas. Merci beaucoup Pascal Muller-Jourdan. On vous retrouve, je pense qu'on peut suivre certains de vos cours en candidat libre à la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. On peut aussi et surtout vous écouter en podcast sur notre site, c'est rcf.fr. Merci beaucoup Pascal. L'émission s'appelle Philosophia. Laurence, rapidement un conseil pour nos auditeurs. Alors, je vais vous donner un conseil qui est peut-être pas très gai, mais puisque Marc a parlé de maladie, ça m'a fait penser à un livre qui est sorti il y a quelques années, qui a été fait par une infirmière en soins palliatifs et qui a demandé aux personnes qui étaient en fin de vie finalement ce qu'elles regrettaient le plus. Et il y a 2 choses qui sont ressorties. La première chose, c'est de ne pas avoir passé plus de temps avec les personnes qu'elles aiment. Et la deuxième chose, c'était de ne pas avoir fait suffisamment d'activités qui leur faisaient du bien à elles, de ne pas avoir été leur priorité. Donc, de temps en temps, redevenons notre priorité dans nos vies. On a le droit de se mettre aussi, alors ça ne veut pas dire moi d'abord, ça veut dire moi aussi, de se mettre aussi au même rang que l'on met les autres. Merci beaucoup Laurence Roufeuillet. On retrouve vos actualités sur le site www.espaceducalme.fr. Vous venez de faire paraître aussi un bouquin sur l'intelligence émotionnelle qui est paru aux éditions Vuibert. Et puis on rappelle ce livre qui est apparu il y a 10 ans, qui est toujours d'actualité, Ralentir pour mieux vivre dans ce monde qui s'emballe, chez XL Éditions. Un grand merci. Marc, le mot de la fin. Le mot de la fin, le mot de la fin, reconnectons-nous à la nature. C'est sans doute le lieu où on prend du temps pour soi, où on se vide la tête, on oublie toutes ces scories qui nous chargent au quotidien. Et vous allez voir, c'est une forme de méditation, c'est une des plus belles formes de méditation. Travaillez votre jardin tout petit, et puis je vais faire un peu de pub quand même, commencez par un petit stage d'initiation. Il reste quelques places pour le 5 octobre. Venez, inscrivez-vous, le jardin du presbytère. Voilà, il est fort Marc, merci beaucoup. Et entre 2 ralentissements, bien sûr, notre site rcf.fr.